Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous rejoindre cet après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes, nouvelle région reconfigurée. Je dois dire que c'est une première, alors je salue l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes pour cette initiative prise en lien très étroit avec la commission régionale paritaire. Je pense que c'est un sujet de pleine actualité, il l'est depuis longtemps. Finalement, on va se rendre compte que dans les politiques nationales, ces événements se sont un peu précipités depuis ces dernières années. Ces phénomènes étaient beaucoup moins évidents il y a quelques années, même si ces phénomènes existaient, mais étaient beaucoup moins mis en évidence. Il y a eu une prise de conscience, je crois, au plan national sur ces sujets de pleine actualité. Alors, je voulais saluer Véronique Vallon, qui vient de nous quitter, puisqu'elle avait des engagements par ailleurs, Gilles de la Caussade, Céline Vignier, qui ont été à l'initiative avec la commission régionale, Nicole Smolski, qui m'avait mobilisé l'emploi du temps depuis très tôt, de manière à s'assurer effectivement notre participation, Max Dopia, qui a été donc un des initiateurs, des grands initiateurs nationaux sur cette problématique, touchant, je dirais, à la communauté médicale, mais plus largement touchant à la communauté hospitalière, parce que je pense que ce qui vaut pour les uns vaut tout autant pour les autres, que les définitions sont parfaitement connues au plan international et que ces phénomènes sont de pleine actualité. Alors, je trouve que c'est une heureuse initiative qui a été prise par cette région. J'ai déjà été sur les problématiques de démographie dans certaines commissions régionales paritaires. C'est une première. Alors, je dois dire que nous innovons beaucoup au niveau du CNG avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous avons en cours une autre expérimentation qui est sur justement la problématique des effectifs, des emplois, des recensements de toute la communauté médicale, que nous soyons sous le couvert des praticiens titulaires ou en période probatoire, mais également le recensement des praticiens contractuels. Et je tenais à remercier à la fois les équipes de direction et les équipes présidents de CME et les communautés médicales pour ce travail qui est en cours et qui va permettre éventuellement d'étendre et d'avoir une fine connaissance sur la communauté médicale France entière, puisque nous commençons et nous étendons finalement notre filet sur Auvergne-Rhône-Alpes. Je salue l'équipe de l'ARS qui est très partenaire de ces opérations et nous avons déjà 2 établissements labellisés en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont commencé à engager tous ces sujets. Et vous verrez que ces sujets finalement vont relier les problématiques de risques psychosociaux que nous allons évoquer à l'instant. Alors finalement, on va poser une question, quelle politique nationale? Et puis, en creux, je me suis dit, y a-t-il une politique nationale? C'est ça peut-être le fruit et l'interrogation. Alors je voulais un petit peu camper le décor autour de 2 interrogations. Finalement, existe-t-il une politique nationale dans l'espace de la fonction publique hospitalière, s'adressant plus particulièrement aux praticiens hospitaliers, mais plus largement aussi à la communauté des personnels qui exercent dans les établissements publics de santé. Je dirais également les médico-sociaux, également les établissements sociaux, puisque nous sommes au cœur d'une fonction publique hospitalière très particulière. Alors, je vais y revenir parce que vous allez voir que, en fonction des éléments que je vais développer, vous allez voir que nous avons une stratification à 3 niveaux distingués, le niveau local, le niveau régional, demain le niveau territorial, mais également le niveau national. Et j'ai essayé de regarder un petit peu finalement la construction juridique sur ces sujets de grande importance. Elle a commencé historiquement, vous le savez, avec le Code du travail qui s'adresse à tous les travailleurs exerçant dans les établissements. Et nous avons dans le Code du travail 3 articles historiques qui ont évolué dans le temps. Vous aurez d'ailleurs dans le document qui vous sera présenté, à la fois nous avons présenté un glossaire, mais je passerai très vite sur le sujet. Vous avez une architecture finalement qui est construite autour de 7 grands univers juridiques qui ont formalisé les cadres sur les risques psychosociaux. Donc quand on dit finalement, y a-t-il une politique nationale? J'y répondrai oui. Et puis après, doit-elle se développer? Je répondrai également oui. Et nous verrons un petit peu comment nous avons abordé, au fil des quelques dernières années et au fil de la pratique quotidienne, ces sujets de pleine actualité et de grande interrogation pour beaucoup d'entre nous. Alors nous avons 2 articles dans le Code du travail qui sont clairement identifiés sur ces sujets. Je n'arrivais plus à faire avancer. Alors, pardon. Voilà.
Nous avons 3 articles, 2 articles de loi et un article donc, concernant un décret qui a clairement identifié, je crois que je vous donnerai le document, je vais m'exprimer sans le support. Donc il y a 3 articles. Un premier article finalement qui traitait des mesures générales de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'ensemble des univers d'activité concernés. Un autre article du Code de la santé publique qui, lui, précise en quelque sorte les mesures qui doivent être mises en œuvre pour assurer cette protection santé et sécurité. Et un article qui est visé dans un décret qui prévoit la notion de document unique et qui permet et demande qu'il y ait une évaluation des risques qui soit clairement identifiée en vue de produire un plan de prévention des risques psychosociaux, risques professionnels, risques psychosociaux. Mais je dirais tout commence dans l'univers de la fonction publique, en général, dans les années 2009, donc on est sur une dimension très récente. Max Oudopia l'a indiqué tout à l'heure, avec un travail très remarquable que je voulais saluer, de la commission SMART, dont il est président, qui a fait un travail sur la communauté médicale, les anesthésistes, qui étaient les premiers concernés, mais je dirais au-delà pour les disciplines médicales, qui est un travail très important. Donc nous avons un premier accord, fonction publique, qui apparaît donc en novembre 2009, qui traite de la santé et de la sécurité au travail, qui a été signé par 7 organisations syndicales sur 8, qui existent dans les champs de la fonction publique, et 3 fédérations d'employeurs qui ont été concernées. Ça s'adresse à tous les personnels, je voudrais le dire, et on va voir que dans l'espace de l'univers fonction publique, finalement, s'adresse indifféremment à tous les personnels, quel que soit leur statut, quel que soit leur régime, quelle que soit leur quantité de travail, que l'on soit sous le champ des titulaires, des stagiaires, des périodes probatoires, des contractuels, tout le monde est concerné par ces dispositifs. Et on va voir qu'on ne distingue pas, dans les accords fonction publique, les praticiens hospitaliers des autres. Mais vous allez voir qu'avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers, il y a eu un accord historique qui a été conclu en 2012, qui complète le panel finalement des dispositifs de grands principes qui ont été posés par les 3 fonctions publiques. Donc cet accord de 2009, il portait sur l'amélioration et la rénovation de la politique des ressources humaines et des relations sociales, abordait des questions très importantes qu'a soulevées tout à l'heure le docteur Dopia, qui tournent autour du bien-être au travail, qui tournent autour de bien-être et efficacité de la production individuelle et collective, qui traite de la question et de l'importance du sujet autour des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et l'importance d'établir, avant tout plan de prévention, des diagnostics de situation dans les établissements. Cet accord, qui est un peu l'accord de départ, un peu historique, a été complété par un deuxième accord qui a été conclu en octobre 2013, qui traite, lui, très spécifiquement des risques psychosociaux. Là, qui aborde des notions et des dimensions complémentaires et un peu différentes, qui est autour de le diagnostic, la nécessité d'avoir un plan d'évaluation, la nécessité d'avoir un plan de prévention, et rappelant ce que le Code du travail a historiquement indiqué, la responsabilité de l'employeur. Et cette responsabilité de l'employeur, elle est extrêmement importante parce que finalement, dans nos systèmes de fonction publique, et particulièrement la fonction publique hospitalière, qui est employeur? Est-ce que c'est les CNG qui gèrent la carrière des praticiens hospitaliers? Est-ce que c'est une responsabilité d'État déléguée à la région, à l'ARS? Ou est-ce que c'est une responsabilité des représentants légaux des établissements? Je rappelle que, contrairement aux 2 autres fonctions publiques, la fonction publique hospitalière, nous sommes dans un champ où nous avons des établissements dits autonomes juridiquement, qui assoient une responsabilité qui est une responsabilité locale. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous allez voir que l'accord qui a été conclu avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers en 2012 va avoir ramené en quelque sorte ce travail sur la stratification, sur l'articulation et la cohérence des dispositifs entre le niveau local, le niveau régional et le niveau national. Alors l'accord de 2013, lui, a été complété par 3 circulaires, je dirais une circulaire par fonction publique, des circulaires de 2014 pour la fonction publique hospitalière. Nous avons donc
également 2 autres circulaires qui ont été mises au point. Une qui traite d'un sujet important, puisqu'on a vu dans le résultat de l'enquête que le docteur Doppia vient de nous présenter, la notion de harcèlement, qui est un élément à 90% renseigné manifestement et un peu dominant. Il y a une circulaire spécifique qui a été prise en 2014, qui porte sur la lutte contre le harcèlement, qui en définit les termes, qui en définit les espaces et qui monte un programme de lutte contre la notion de harcèlement. On est à la fois sur du harcèlement moral, on est aussi sur du harcèlement sexuel. Les deux ont été clairement abordés dans le cadre de ces textes. Nous avons une deuxième circulaire qui a été prise en mars 2014, qui traite du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les 3 fonctions publiques. Et là, nous avons un panel. Au fond, on se dit, on a la batterie. Qu'allons-nous faire, finalement, pour agir de manière efficace sur un dispositif dont vous avez rappelé l'un et l'autre, à la fois Véronique Vallon et le docteur Doppia, l'importance du sujet, le désarroi de professionnels qui sont confrontés à ces situations. La DGOS et la Direction générale de la cohésion sociale, pour le champ médico-social et social, ont fait également une instruction très particulière en novembre 2014 qui visait à donner des instructions et des pistes de réflexion aux établissements pour la mise en œuvre de l'accord qui a été passé en 2013 à la fonction publique hospitalière et pour le développement de plans locaux de prévention des risques psychosociaux. 6e élément, lorsqu'on regarde l'architecture finalement juridique et opérationnelle du sujet de la prévention des risques psychosociaux, un guide méthodologique qui est donc annoncé en mars 2014, qui développe à la fois la méthode d'approche, qui donne des précisions sur les indicateurs de diagnostic qui apparaissent pertinents de relever dans les établissements et qui donne des modèles d'enquête et de questionnaires pour pouvoir interpeller éventuellement les personnels concernés. Il y a un moment où, dans cet espace juridique construit pour les 3 fonctions publiques d'une manière équivalente, un espace particulier pour les praticiens hospitaliers qui ne sont pas des fonctionnaires au sens statutaire du terme. Nous avons d'un côté les hospitalo-universitaires qui, par leur statut particulier, sont des fonctionnaires d'État puisque le U, juridiquement, va l'emporter sur le H. C'est un peu la loi d'exception. Les praticiens hospitaliers sont des agents publics sous statut national d'emploi, ne sont donc pas juridiquement des fonctionnaires au sens traditionnel du terme. Et il a été considéré en 2012. Il nous a été demandé, j'ai eu le privilège de conduire un travail qui a été demandé donc, par le ministre de l'époque sur l'exercice médical hôpital avec quelqu'un de votre région, qui était le docteur Olivier Véran, qui nous accompagnait, un groupe médical essentiellement constitué. Nous avons fait un travail très important qui a été donc de mener une enquête qui a parcouru tous les statuts de praticiens, en commençant par l'interne, en passant par tous les praticiens contractuels, les praticiens titulaires, les hospitalo-universitaires, et qui a été extrêmement révélateur d'une attente très marquée de l'ensemble des personnels médicaux. Les pourcentages sont explosifs. Ils sont de l'ordre de 87 à 90% qui ont considéré que parmi les sujets de préoccupation les plus importants pour les praticiens, quels que soient des jeunes, des milieux de carrière ou des fins de carrière, quelles que soient les disciplines concernées, la problématique de la prévention du risque et de la gestion des conflits était au cœur des 3 priorités marquées et marquantes pour les praticiens hospitaliers. Il y avait également l'importance et l'intérêt que l'on a à développer le travail en équipe, le travail, bien entendu, coopératif. Cette notion d'équipe, Max Doppia l'a relevé tout à l'heure, est une notion très importante, puisque le sentiment, c'est finalement qu'autour des pôles, nous avons une entité de regroupement médico-administratif, mais que l'appartenance à une équipe, dans sa spécialité, dans sa sphère de cohérence, doit être particulièrement retenue et renforcée. Donc l'accord qui a été passé à la suite de ce travail que nous avons mené, nous avions ouvert quelques pistes de réflexion. Cet accord a été signé par toutes les organisations intersyndicales de praticiens hospitaliers, mais également de chefs de clinique et d'internes. C'est un accord qui a été passé en janvier 2012. Il traite de l'exercice médical et dans cet exercice médical, un volet particulier a été consacré
à la notion qui a été rappelée tout à l'heure par les deux intervenants précédents, autour du dialogue social, et il a été considéré qu'autour du dialogue social, on était au cœur d'une politique de véritable gestion des ressources humaines modernisées pour les praticiens hospitaliers. Il y avait trois volets dans ces approches. Un volet de nécessité de renforcer le niveau local. Et au niveau local, du fait de l'autonomie des établissements, il est apparu extrêmement important d'avoir dans les établissements considérés, demain dans le territoire, qui sera donc un peu l'unité de regroupement d'un certain nombre de sujets, le projet social, dont historiquement, il faut le dire, nous avons considéré que ce projet social, il a toujours été historiquement construit pour les personnels non médicaux. Il n'a pas associé d'une manière déterminante et déterminée au plan des institutions un volet particulier qui doit et devrait concerner les praticiens hospitaliers, quel que soit leur statut, quel que soit leur régime d'exercice, et c'est apparu donc un volet extrêmement important. Le deuxième sujet de préoccupation, finalement, quel rôle doit jouer la CME dans cet univers à construire, dans cette préoccupation partagée de la santé au travail, de la prévention des risques psychosociaux. Il a été considéré que la CME, le président de la CME notamment, avait au travers, et Max Doppia l'a relevé dans une de ses diapositives, finalement qualité, mais qualité de vie au travail, qualité de vie au travail. Est-ce que la CME, dans sa notion de qualité, d'approche qualité-sécurité, doit aborder cette question? Il est apparu à notre groupe de travail et au travers des questionnements et des enquêtes que nous avons menées que la CME a un rôle majeur à jouer au sein des établissements, de même d'ailleurs que le directeur, bien sûr, le directeur des affaires médicales pour la partie des praticiens hospitaliers, le médecin du travail, le psychologue du travail. Donc peut-être une fonction ou une instance à inventer au plan local qui serait un petit peu cette zone un petit peu de référence qui aborderait ces sujets et qui pourrait être investie en première intention aussi d'une fonction de médiation et de conciliation. On a vu que finalement on est sur de la prévention, donc là on évite le risque, ou on tente d'éviter le risque, mais finalement on gère aussi des conflits qui sont des conflits parfois avancés, parfois historiques, parfois chronicisés dans certains établissements, et qu'il est extrêmement important qu'il y ait au sein de l'établissement une prise de conscience finalement de la réalité de ces sujets et qu'il puisse y avoir un travail. Ce travail suppose quand même des techniques. Il existe dans les risques psychosociaux beaucoup de guides méthodologiques. Il y a des formations, il y a des outils de repérage, il y a des outils d'identification. Il avait été d'ailleurs considéré dans le travail que nous avons mené qu'au sein des pôles, qui sont des grandes entités de regroupement, l'appartenance ou le dégagement de quelqu'un parmi les praticiens hospitaliers, qui pourrait être un peu le référent médical en matière de ressources humaines, à la fois pour les jeunes qui vivent aussi, Max l'a mis dans une de ses diapositives, on a des risques dans les communautés de jeunes étudiants et internes, et on l'a vu encore récemment, mais également dans les carrières plus avancées. Il est extrêmement important d'avoir une gestion, disons, de proximité avec un référent médical, mais qui en même temps pourrait être aussi celui qui porte attention, se préoccupe du sujet de la prévention des risques, repère, détecte les situations critiques et peut être un peu celui qui va alerter la communauté institutionnelle sur ce type de démarche. Tout ceci, bien entendu, à un moment donné, et on le voit nous dans quelques dossiers qui remontent au niveau national, il y a parfois une impuissance à régler la situation localement, soit parce qu'elle est historique, parce qu'elle est très enquistée, soit parce que les acteurs majeurs sont en conflit entre eux, président de la CME avec un praticien, un président de CME avec un directeur, des médecins qui sont au cœur de l'examen de ce que devrait être la santé et la sécurité sont concernés. Donc finalement, le passage de relais qui doit se faire au niveau de la commission régionale paritaire, qui pour nous a été décidé un jour, avec les organisations syndicales ici présentes et représentées,
qui nous est apparue une donnée absolument majeure. Donc moi, je suis très heureuse de l'initiative qui a été prise par cette région. Je suis une fervente militante, non pas pour me dégager du sujet, parce que de toute façon, on ne se dégage jamais des sujets de ressources humaines, mais je crois qu'il y a une instance de proximité qui doit être absolument renforcée. Il y a des experts dans les commissions régionales paritaires, il y a à la fois de l'expertise dans les représentants de l'administration, il y a des représentants des organisations professionnelles qui sont au cœur de ces réalités. Parfois, d'ailleurs, nous avons, nous, demandé qu'il y ait une saisine pour de la médiation-conciliation dans des situations extrêmement difficiles, pour ne pas dire graves. Nous avons demandé qu'il y ait une saisine de l'expertise de proximité régionale. Parfois, on nous a dit c'est difficile. On a proposé des experts nationaux qui sont venus conforter l'équipe régionale. C'est possible, il suffit de nous demander et de nous interpeller de manière à ce que nous puissions avoir des acteurs extérieurs parfois à la région qui viennent compléter l'équipe. On ne peut pas dégager l'équipe régionale parce que je crois qu'il y a une responsabilité de proximité, il y a une connaissance dans la proximité qui règle beaucoup finalement et qui peut régler beaucoup. Mais il y a aussi un travail sur la détection précoce. Et ça, je crois que c'est très important de le dire parce que parfois on a laissé des situations de praticiens, de directeurs aussi, dans des situations de haute criticité. On les a laissés trop longtemps, tout est parti à la dérive, les esprits se sont heurtés, n'ont pas su se concilier, n'ont plus su se comprendre, et des chemins parallèles se sont construits, parfois dans la violence. Donc je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait ce travail de la Commission régionale paritaire qui me paraît donc un acteur majeur dans le cadre de l'évolution. Finalement, il y a également le niveau national qui doit être bien sûr interpellé. Nous sommes dans ce niveau national et le ministère avec nous. Nous devons trouver les voies et moyens pour faciliter le dialogue social. Nous avons un travail en cours avec les organisations syndicales pour développer les moyens et les droits des représentations de syndicats médicaux qui ne sont pas du tout structurés aujourd'hui comme le sont leur équivalent pour les personnels non médicaux. C'est un travail en cours et qui doit se développer. Nous avons à travailler également sur les indicateurs sociaux, sur des guides méthodologiques, sur des appuis que nous pouvons porter, et très probablement aussi à être un élément de synthèse des remontées des commissions régionales paritaires, également des difficultés que l'on voit finalement. Comment on n'a pas pu résoudre au niveau local des situations difficiles par une médiation et conciliation de proximité, ça peut arriver. Il ne faut pas sous-estimer et surestimer la capacité des acteurs locaux. Ils font ce qu'ils peuvent, mais il est très important que nous ayons donc quelques chiffres pour voir comment nous pouvons réfléchir finalement. Est-ce que les niveaux que nous interpellons sont les niveaux pertinents et que nous nous réinterrogions sur quelle ligne politique nationale nous pouvons construire, donner, quelle aide on peut apporter dans le dispositif à la fois des acteurs locaux, territoriaux, mais également régionaux. Deuxième interrogation, finalement, quand on va interroger quelle politique nationale, je me suis dit, mais finalement, puisqu'il y a tous ces textes, il y en a beaucoup, il y en a 7. 7, et si on compte chaque article du Code de la santé publique, nous sommes à 10. Ça veut dire finalement, depuis 2009, on a mobilisé beaucoup de matière, on a beaucoup écrit, et finalement, est-ce qu'on a agi? Ou si on n'a pas agi ou suffisamment agi, comment pouvons-nous faire pour améliorer la situation? Parce qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui des situations que l'on voit monter, des incompréhensions que l'on voit grandir, des personnes qui se mettent à distance, on ne sait pas toujours pourquoi. Et donc, il nous est apparu important finalement de nous poser la question, comment peut-on mettre en œuvre une politique au niveau local, au niveau national, au niveau régional, qui soit à la fois pertinente, qui soit une aide réelle, qui soit rassurante. Et comment nous pouvons finalement porter attention, parce que je crois que c'est une attention que l'on doit porter, je dirais s'occuper et se préoccuper des ressources humaines. Ça passe aussi par voir ceux qui sont laissés parfois un peu au bord du chemin, parfois qui s'y sont mis un peu, mais pas toujours beaucoup. Donc je crois qu'il est extrêmement important. Et je crois que dans une ligne politique nationale, ce n'est pas chercher la responsabilité des uns et des autres, c'est agir de manière efficace pour que le professionnel qui a été perdu ou qui s'est perdu, ou les deux, puisse être remis dans un chemin de réussite
et dans un chemin de sécurisation pour lui-même et pour la communauté de travail dans laquelle il va agir. Alors nous sommes au cœur finalement du débat sur les risques psychosociaux, sur le travail qui n'est pas d'agir et de faire les sapeurs-pompiers, ce que nous faisons parfois, je dirais même assez souvent, dans des situations parfois qui sont dramatiques, je me permets quand même de le dire assez clairement. Alors, en volume, on pourrait dire, il n'y en a pas beaucoup. Mais la vie d'un homme ou la vie d'une femme a un prix inestimable. Donc, nous devons, et c'est notre intime conviction, je crois, partagée, nous préoccuper et prévenir ces risques psychosociaux, travailler pour en faire une priorité, au cœur du dialogue social, à la fois qui se construit dans l'établissement, dans les régions et au niveau national. J'oserais même dire que pour nous, les risques psychosociaux au niveau du CNG, c'est une priorité de santé publique. Parce qu'elle est, on le voit d'ailleurs, hein, dans les sujets de santé publique aujourd'hui, nous avons le suicide des adolescents, voilà. Mais il y a aussi ces risques psychosociaux dans les communautés de travail, que nous soyons à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs. Donc pour nous, il y a 3 niveaux d'intervention qui vont être égaux finalement à ce que nous avons repéré dans le travail que nous avions construit avec le groupe de travail sur l'exercice médical à l'hôpital. Il y a le niveau donc local. Là, très clairement, il y a une responsabilité de l'employeur au sens juridique du terme. Responsabilité civile, responsabilité administrative, responsabilité pénale. Quand je dis l'employeur, évidemment, il y a un représentant légal de l'établissement, c'est le directeur chef d'établissement, mais je dirais qu'il y a une responsabilité aussi collective d'employeur. Parce que finalement, il y a une représentation institutionnelle dans nos hôpitaux, dont la force, la puissance doit être mise à bon profit, je dirais, dans ce travail de prévention des risques psychosociaux. À commencer par, la ministre l'a annoncé dans une de ses dernières interventions, la création d'une sous-commission au sein de la CME qui doit traiter des questions d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail pour les praticiens hospitaliers. Quand je dis praticiens hospitaliers, j'entends l'ensemble de la communauté médicale, quel que soit le statut des personnes, y compris, bien sûr, les internes qui sont concernés par le sujet. Je crois qu'il est important, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un volet autour du projet social soit construit dans chacun des établissements. Je crois qu'on a, pendant de très nombreuses années, aussi à l'initiative des praticiens eux-mêmes, fait en sorte que les praticiens aient un statut un peu particulier à l'hôpital, qui ne soient pas des salariés tout à fait comme les autres. Mais je crois que nous devons, sur ces sujets-là, partir à la conquête d'un espace que d'autres ont su prendre depuis longtemps et que nous devons aussi à la communauté médicale, parce qu'il y a des réalités. On est dans un monde, et Max Dopial l'a très bien développé dans la présentation tout à l'heure, on est dans un monde finalement de souffrance et de mort qui est affronté par tous nos professionnels chaque jour. Tout ceci ne laisse pas indemne, ni dans sa vie personnelle, ni dans sa vie professionnelle. Et je crois qu'il est extrêmement important que le projet social puisse associer, donc un volet particulier qui puisse associer les praticiens hospitaliers. Depuis notre rapport de 2012 et de l'accord qui a été passé, quelques établissements ont pris l'initiative de faire ce volet dans le projet social, qui a été plutôt quelque chose qui a permis de finalement rendre cohérente la politique, favoriser la cohésion des équipes et des groupes professionnels, l'importance aussi du travail sur les CHSCT. C'est un débat, je suis obligée de l'aborder d'une manière un peu particulière. C'est vrai que les CHSCT, historiquement, sont des CHSCT pour les personnels non médicaux. Dans la vraie réalité juridique, lorsqu'on regarde et on aborde le comité d'hygiène et de sécurité, il parle des personnels. Et juridiquement, il aborde tous les personnels. Alors c'est vrai que ça peut être un débat parce que la communauté médicale, pas sans légitimité d'ailleurs, a toujours considéré avoir un statut particulier à l'hôpital. Il y a un art médical qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a des conditions d'exercice qui sont très particulières. Il y a une responsabilité qui pèse sur chaque praticien dans des conditions souvent extrêmes. Donc le CHSCT a son rôle à tenir dans l'ensemble de ce dispositif. Je dirais même le médecin du travail. Je sais que j'ai aperçu, je crois qu'il y a quelques médecins du travail dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Enfin, j'en ai vu une au moins tout à l'heure. Donc je salue. Parce que je crois que le dispositif du médecin du travail est très important. Alors je me permets
je vais me permettre beaucoup de franchise, parce que finalement, je suis là pour parler d'une politique finalement nationale, mais une politique à construire. Le médecin du travail, pour bien reconnaître, avoir travaillé avec beaucoup de médecins de travail, finalement, le médecin de travail, il a été considéré comme pas tout à fait un praticien comme les autres, historiquement dans nos hôpitaux, notamment pour les communautés médicales, parce qu'il n'était pas clinicien, parce qu'il ne prescrit pas, et déjà quelques cadres n'allaient pas régulièrement à la médecine du travail, parfois quelques directeurs aussi, mais les médecins n'allaient quasiment, peu ou pas, voir le médecin du travail. Je crois qu'il y a aujourd'hui, vu les sujets qui sont les nôtres, vu l'état parfois de désarroi auquel nous sommes confrontés, je crois qu'il y a une légitimité à redonner aux médecins du travail une place déterminante dans cette approche. Je rappelle quand même que le médecin du travail, parfois, je me permets de le dire aussi, quelques-uns l'oublient, mais pas tous, heureusement, ils sont aussi les conseillers de l'administration. Et ils doivent apporter un éclairage au directeur pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, surtout face à des situations de détresse, comme parfois nous avons pu les observer. Mais je crois que le médecin du travail doit être dans le groupe avec le président de la CME, avec le directeur des affaires médicales, pour pouvoir engager quand même un débat qui me paraît important. Dernière dimension que je voulais soulever avant peut-être d'aller vers les questionnements qui sont les vôtres, je crois que nous avons collectivement à défendre le développement d'une prise de conscience individuelle et collective, appeler la vigilance de chacun, appeler l'attention, parce que nous n'avons pas posé ces problèmes-là jusqu'ici, il y a des textes, mais finalement, on n'en a pas fait une culture d'établissement. Et je crois qu'il est extrêmement important, si nous voulons, à tous les niveaux pertinents, local, régional, territorial et national, être efficace, ne laisser personne sur le bord du chemin, intégrer, parce qu'après, il y a des problématiques médicales, mais on doit les traiter de manière médicale. Mais parfois, ce sont des conflits qui sont générés dans l'approche et le travail d'équipe. Il y a des conflits. Il y a des médiations et des conciliations qui sont possibles. Je crois qu'il faut que nous ayons ce réflexe de considérer que c'est une véritable culture d'établissement qu'il va nous falloir développer, que les commissions régionales paritaires doivent privilégier cette culture au sein des regroupements, parce que vous êtes quand même une unité élevée. Vous êtes la partie avancée de l'État. Vous êtes ceux, finalement, qui avons la représentation d'État, qui doit être régulateur aussi des systèmes. Donc je crois qu'il est important qu'avec la communauté qui vit et les représentants qui sont à la commission régionale paritaire, tant les administratifs que les représentants syndicaux, vous soyez actifs sur ces sujets pour soutenir les établissements, pour soutenir les praticiens qui en ont besoin. On a parlé de formation initiale et continue. Nous avons pu, moi je rencontre beaucoup de jeunes, hein, nous avons 20 concours nationaux, dont les 8 concours d'internat, 11 concours d'internat, plus exactement. Donc nous avons voilà, une rencontre assez régulière aussi avec les jeunes. Ils ont besoin, et on voit bien que dans les repères qui sont les leurs, il est très important d'investir la formation initiale, très important d'investir sur ces sujets la formation continue, et d'avoir des bonnes pratiques qui se développent, des exemples qui puissent être montrés pour tracer probablement la voie, et des expertises nationales qui pourraient y être largement associées. Et nous sommes prêts à prendre au sein du CNG, bien sûr, notre place dans l'ensemble de ce dispositif. Sur le plan national, des circuits d'information et de remontée d'information qui doivent se construire, qui doivent nous éclairer, qui doivent nous porter vers des méthodologies éprouvées, des référentiels qui doivent être en permanence actualisés. Et il faut que nous soyons des répondants, mais on ne peut pas. Je me permets juste de dire que nous avons au CNG 54 000 praticiens hospitaliers en gestion, dont 6 700 hospitalo-universitaires, les autres sont des praticiens hospitaliers. Je ne parle pas des praticiens contractuels qui sont gérés localement. Si on regarde l'espace médical, nous avons à peu près 31% de praticiens contractuels, les 69% représentant les 54 000 dont je viens de parler. Vous voyez que l'empire est important, mais il peut se partager, et je crois que sur ces sujets, nous devons avoir donc une logique qui va du local, territorial, régional et local. Le rôle du CNG, juste quelques mots.
Nous accompagnons quelques détresses. Nous le faisons avec un partenariat que je tiens à saluer avec les représentants des organisations syndicales de praticiens hospitaliers. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça a duré trop longtemps. Parfois, les désespérances sont très enquistées et il faut trouver les voies et moyens de pouvoir à la fois, parfois séparer les parties, parfois les faire mieux se concilier ou se réconcilier. Donc, c'est un travail quand même qui nécessite beaucoup d'attention. Sur l'accompagnement, nous avons mis des dispositifs en place, je le dis pour les présidents de CME, pour les directeurs, pour les représentants qui sont ici présents. Nous avons des accompagnements en recherche et d'affectation des praticiens qui viennent vers l'établissement pour que nous puissions les aider à des mobilités ou à des reconversions, des dispositifs hors recherche et d'affectation, nous avons des dispositifs individuels, nous avons des dispositifs collectifs avec des ateliers. On a beaucoup d'ateliers, ateliers sur le développement des réseaux, un atelier qui va se développer prochainement sur apprivoiser son stress. On s'est rendu compte, en faisant les analyses des situations rencontrées, que ce sujet, qui a été abordé d'ailleurs dans l'une des diapositives du docteur Dopia, est un sujet qui monte. Nous avons également mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres, prendre du recul. Donc tous ces travaux, nous avons accompagné 1200 professionnels depuis 2008, 42% de praticiens hospitaliers, et les spécialités, disciplines, finalement, on a parlé de l'anesthésie, mais dans l'ordre, chirurgie, 42%, pharmacie, 15%, médecine et psychiatrie, 9%, anesthésie, réanimation et radiologie, 6%. Alors, pour conclure, et avant que nous n'entrions dans le débat, j'oserais dire que finalement, il faut que nous rentrions tous dans une ère de ce que je pourrais qualifier le management par la bienveillance et pas par la maltraitance. Je crois que c'est extrêmement important que nous puissions avoir et porter de l'attention aux communautés de proximité, que nous puissions et que vous puissiez, vous docteurs, vous professeurs, finalement donner du sens à la confraternité. Je crois que c'est extrêmement important. J'ai vu des conflits avec les directeurs et les praticiens. J'ai vu des conflits aussi nés dans les communautés médicales, comme je vois d'ailleurs des conflits nés dans les communautés de directeurs. Et je dois dire que tout ceci, moi qui suis un peu une historienne de l'hôpital et de l'État, tout ceci me chagrine, me heurte parfois, parce que finalement, en créant un code de bonne conduite entre nous et entre vous, je crois que tout est possible. Je crois que considérer, finalement, faire confiance, rentrer dans l'ère du respect et de la transparence dans les communautés de travail, je pense que c'est une ère qui doit s'ouvrir, parce qu'on est dans un monde extérieur aussi violent. Je crois que nous ne pouvons pas générer des violences à l'intérieur de l'hôpital, alors que moi, l'hôpital, je l'ai probablement idéalisé. Mais j'espère que cet idéal, nous allons tous le retrouver, parce que je crois qu'il est important que nous fassions confiance aux professionnels. Je rappelle qu'un praticien hospitalier a investi 9 à 12 ans de formation pour servir l'hôpital, servir les malades, et que j'en ai vu, effectivement, qui, parce qu'ils avaient beaucoup de souffrances exprimées, eh bien, finissaient par avouer que la qualité de la prise en charge qu'ils assuraient, ils émettaient des doutes, ils avaient des inquiétudes, ils avaient des craintes, et finalement, au bout du chemin, il y a des patients. Donc je voulais remettre un petit peu l'espace là où il est, vous dire que bien sûr le CNG sera au rendez-vous de l'histoire des hommes et des femmes, nous essayons de tout ce que nous pouvons, nuitamment, le week-end, enfin on a quand même beaucoup de sujets qui montent. Soyez confiants peut-être dans le système, essayez peut-être tous de vous unir, d'être cohérents. Et puis je crois que cette confraternité qui finalement est au cœur du code de déontologie me paraît devoir être réinventée. Merci beaucoup.